Cette vidéo a été sponsorisée par Kiwico. Plus d'informations à leur sujet à la fin de l'émission. Le 15 février 2013, au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, un astéroïde plus lourd que la tour Eiffel est entré dans l'atmosphère. Puis, à 30 km au-dessus du sol, il a explosé. Cet événement violent était plus brillant que le Soleil, mais à une telle hauteur qu'il était silencieux. Pendant 90 secondes après l'explosion, aucun son ne s'est fait entendre, ce qui n'a fait qu'aggraver la dévastation. Alors vous voyez toutes ces vidéos de gens dire « Regarde! Oh, c'était quoi ça ?» Ils voient la traînée de fumée dans le ciel. « Oh, c'est incroyable !» Et puis juste au moment où l'on pense que rien ne va se passer, l'onde de choc frappe et fait éclater les fenêtres. Des milliers de personnes ont reçu des éclats de verre au visage et aux yeux parce qu'elles regardaient à travers les fenêtres. L'onde de choc a endommagé des milliers de bâtiments et blessé 1500 personnes. Ce qui rend l'incident de Tcheliabinsk un peu embarrassant, c'est que le même jour, des scientifiques avaient prédit qu'un astéroïde passerait près de la Terre. Et ils avaient raison. 16 heures après Tcheliabinsk, un astéroïde de taille similaire, connu sous le nom de Duend, est passé à 27 000 km de la surface de la Terre. C'est plus proche que les satellites en orbite géosynchrone. Mais bien qu'ils aient correctement prédit ce passage rapproché, ils ont complètement manqué l'astéroïde non lié qui a explosé au-dessus de la Russie. Et la vérité, c'est que cela arrive tout le temps. Nous ne sommes pas très bons pour détecter les astéroïdes avant qu'ils ne nous frappent. Depuis 1988, plus de 1200 astéroïdes de plus d'1 mètre ont percuté la Terre. Et parmi ceux-ci, nous n'en avons détecté que 5 avant qu'ils ne frappent, jamais avec plus d'1 jour d'avance. Avec toutes nos technologies et tous les télescopes à travers la Terre, sans parler de ceux dans l'espace, pourquoi avons-nous du mal à détecter les astéroïdes dangereux avant qu'ils ne frappent? Quelles sont les chances qu'un gros astéroïde frappe, anéantissant la majorité, voire la totalité de la vie sur Terre? Et si nous en voyions un arriver, que pourrions-nous faire? Les astéroïdes sont les débris restants de la formation de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, des roches et de la poussière se sont agglomérées pour former des protoplanètes en fusion. À l'intérieur, des éléments lourds, comme le fer, le nickel et l'iridium, ont coulé vers le noyau, laissant des minéraux silicatés plus légers à la surface. Certaines de ces protoplanètes sont devenues les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Mais beaucoup d'autres sont entrées en collision les unes avec les autres, se fragmentant en morceaux. Ces morceaux ont continué à orbiter autour du Soleil, se percutant encore et encore, se fragmentant en morceaux encore plus petits. C'est ainsi que sont devenus les astéroïdes. C'est pourquoi certains d'entre eux sont rocheux, des agrégats lâches de roches de la taille de gravier, appelés amas de débris, tandis que d'autres, provenant des noyaux des planétésimaux, sont principalement composés de métal. Voici donc une météorite de fer. En fait, c'est un morceau du noyau d'un petit corps planétaire, en gros une petite planète qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. C'est différencié, le matériau du noyau étant tombé, puis ce corps a été détruit lors d'une collision avec un autre astéroïde. C'est la chose la plus ancienne que vous verrez jamais. La plupart des astéroïdes ont des orbites stables entre Mars et Jupiter, dans la ceinture principale d'astéroïdes. Mais certains se sont rapprochés de la Terre. Et ceux-ci sont appelés objets géocroiseurs. Ils nous intéressent particulièrement en raison de la menace qu'ils représentent. Dans son dernier livre, Stephen Hawking considérait qu'une collision avec un astéroïde était la plus grande menace pour la vie sur Terre. Mais détecter les astéroïdes est difficile pour plusieurs raisons. La plupart sont repérés par des télescopes terrestres. Ce que vous faites, c'est prendre une série d'images, 1, 2, 3, 4, et vous cherchez essentiellement un point en mouvement. Il bouge parce qu'il est en orbite autour du Soleil, tandis que les objets lointains, comme les étoiles et les galaxies, ne bougent pas. Mais vous devez regarder attentivement. Les astéroïdes ne sont pas très gros. Leur taille varie de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Et dans l'immensité de l'espace, des rochers de cette taille ne se remarquent pas facilement.
et même les plus petits, peuvent être dangereux. Le météore de Tcheliabinsk mesurait seulement environ 20 mètres de diamètre, ce qui correspond à peu près à la largeur de 2 bus scolaires. De plus, les astéroïdes sont rugueux et sombres. Ils ne reflètent qu'environ 15% de la lumière qui les frappe. Ainsi, notre meilleure chance de les voir est quand ils sont complètement illuminés par le Soleil. C'est pourquoi plus de 85% des astéroïdes proches de la Terre que nous avons détectés ont été trouvés dans les 45 degrés de ciel directement opposés au Soleil. Cela s'appelle l'effet d'opposition. Et cela signifie qu'il y a probablement plus d'astéroïdes proches de la Terre et potentiellement dangereux qui n'ont pas encore été détectés. Tout astéroïde approchant de la direction du Soleil ne peut tout simplement pas être vu. C'est exactement ce qui s'est passé avec Tcheliabinsk. Jusqu'à présent, nous avons détecté et catalogué 1 million d'astéroïdes, la grande majorité d'entre eux étant dans la ceinture principale des astéroïdes. Mais 24 000 d'entre eux sont des objets proches de la Terre. Ceci nécessite une attention particulière, parce qu'une fois que vous avez détecté un astéroïde, il est difficile de dire s'il va frapper la Terre. Donc, si vous découvrez simplement un objet et que vous n'avez des données que depuis quelques jours, vous ne pouvez pas vraiment dire où il va aller, parce que vous essayez de prendre cet arc de mouvement et de le prédire loin dans le futur. Ce dont vous avez besoin, ce sont des observations sur des années et des années. Mais même si vous avez des observations parfaites d'un astéroïde, il y a une sorte de limite fondamentale à la distance dans le futur que vous pouvez prédire. Et cela est dû à quelques effets. Mais l'un d'eux est que, vous savez, il ne tourne pas simplement autour du Soleil sans autre influence. Toutes les planètes ont de la gravité et toutes les planètes exercent une traction sur les astéroïdes proches de la Terre et peuvent changer considérablement leur orbite. Il existe donc ce qu'on appelle le chaos dynamique, ce qui signifie essentiellement qu'après un certain temps, vous ne savez pas où l'astéroïde sera. En pratique, cela signifie que nous ne pouvons pas travailler plus de 100 ans dans le futur. Ainsi, le maximum de temps que vous pouvez prédire avec précision où un corps sera est d'environ 100 ans. Et c'est assez important, car nous savons avec certitude que si un astéroïde frappe, les conséquences seront dramatiques. C'est le cratère Barringer en Arizona. Il est nommé d'après un ingénieur minier, Daniel Barringer, qui a été le premier à suggérer qu'il avait été formé par un impact de météorite. L'opinion prédominante, même jusqu'aux années 1950, était qu'il avait été créé par une activité volcanique. Mais Barringer était convaincu qu'il s'agissait du site d'un impact de météorite de fer. En 1903, il a déposé une demande de droit minier et a commencé à forer à la recherche de la météorite métallique qu'il pensait valoir plus d'1 milliard de dollars de 1903. Les gens sont motivés par l'argent, n'est-ce pas? Ils pensaient « Hey, nous pouvons obtenir du fer gratuitement ». Ainsi, ils ont commencé à forer au fond du cratère et n'ont rien trouvé. Ensuite, ils ont commencé à faire d'autres forages exploratoires. Cela a duré des années et des décennies. Ils ont commencé à forer sur le côté. Quelqu'un a dit « Vous savez, peut-être qu'elle est venue d'un angle », ce qui était le cas, et peut-être que le fer n'est pas sous le milieu, mais peut-être qu'il est là-bas sous le mur. Alors il forait, et si vous y allez, vous pouvez voir les forages maintenant. Il forait autour du mur, mais il n'a rien trouvé. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que lorsque vous avez un impact à grande vitesse, ce n'est pas comme si vous lanciez une pierre dans un mur en briques, vous savez, et qu'elle fait un trou et reste là, ou rebondit simplement. C'est explosif. C'est totalement explosif. Ainsi, l'énergie cinétique du projectile entre à peut-être 30 km par seconde. L'énergie cinétique du projectile est suffisamment grande pour vaporiser complètement le projectile. Cela le transforme en gaz. Et ce gaz est super chaud et sous très haute pression, et il explose et fait exploser le cratère. Donc le projectile n'existe vraiment pas après l'impact. Je veux dire, de petits morceaux peuvent survivre. Mais ce corps de 50 mètres a été essentiellement anéanti. Donc il cherchait quelque chose qui n'existait pas. Il a passé 27 ans à extraire le cratère en forant jusqu'à une profondeur de plus de 400 mètres. Mais ce qu'il cherchait avait été vaporisé lors de l'impact 50 000 ans plus tôt. L'astéroïde de 50 mètres, à peine plus grand que Tcheliabinsk, a libéré une énergie équivalente à 10 mégatonnes de TNT. C'est plus de 600 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. Ainsi, ce qui ressemble plus à un impact de météorite est une très grande explosion nucléaire.
Voici la taille réelle du crâne du T-Rex. Et j'ai pensé que c'était une chose tellement cool que je devais l'avoir. Donc j'ai acheté le T-Rex. Les dinosaures ont été anéantis par un astéroïde de 10 km de taille, qui a frappé il y a environ 65 millions d'années. Donc au-delà d'une taille critique, qui est probablement de quelques kilomètres, un impacteur délivre tellement d'énergie qu'il a un effet global. En gros, il lance une multitude de débris en trajectoire suborbitale. Les débris tournent autour de la Terre, tombent à nouveau sur Terre, partout, même de l'autre côté de la planète, par rapport à l'endroit de l'impact. Et cela signifie que tout le ciel s'illumine de météores d'un bout à l'autre. Vous pouvez donc imaginer le ciel se transformant d'une belle journée bleue comme aujourd'hui en une lueur rouge et chaude, comme si vous étiez à l'intérieur d'un four à toaster. Ainsi, le premier effet de cet impact, à part l'explosion initiale près de l'endroit de l'impact, est que le ciel se transforme en une grande source de chaleur et fait cuire tout ce qui se trouve au sol. Donc ces gars-là ont été cuits vifs alors qu'ils marchaient. Les seuls animaux qui avaient une chance étaient ceux vivant dans des tunnels sous terre, ou peut-être dans l'eau. Et ils ont pu revenir et prendre le contrôle sans avoir à affronter les dinosaures comme un obstacle majeur. Quelles sont nos chances que la Terre soit frappée par un autre astéroïde de 10 km ou plus? Si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous aurez un impacteur de 10 km, comme l'événement d'extinction KT, environ une fois tous les 100 millions d'années. La probabilité de l'obtenir en un an est d'1 sur 100 millions. Vous avez donc une chance sur 1 million de mourir à cause d'un impact de 10 km. Mais parce que nous savons qu'il n'y a pas d'impacteur de 10 km dont la trajectoire croise celle de la Terre pour les 100 prochaines années, votre chance de mourir à cause de cela est en réalité nulle. Donc le travail déjà effectué a réduit cela de 1 sur 1 million à rien. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'autres événements d'extinction de style dinosaure dans nos vies. Cependant, il y a exponentiellement plus d'astéroïdes de taille plus petite. Pour chaque astéroïde de 10 km, il y a environ 1000 astéroïdes d'1 km, et ils sont encore capables de causer beaucoup de dégâts. 1 ou 2 km peuvent causer des dommages locaux, mais massifs. Cela signifie donc qu'au lieu d'anéantir le monde entier, vous anéantiriez l'équivalent d'un pays européen, comme la France ou l'Allemagne, pour en mentionner deux que je préfère. Donc, vous anéantiriez ces pays avec l'impact d'un corps de 1 ou 2 km de taille. Savez-vous tout sur les corps d'1 à 2 km qui pourraient nous frapper? Nous pensons que nous connaissons environ 90% de ces corps. Peut-être que 88% d'entre eux ont été identifiés et nous avons leurs orbites, et nous pouvons faire des prévisions raisonnables sur où ils seront dans les 10 prochaines années. Et nous semblons être en sécurité pour le moment. Mais que dire de ceux qui font juste un peu moins d'1 kilomètre? Que dire de ceux qui font 800 mètres? C'est toujours assez sauvage s'ils frappent. Et c'est peut-être là où la plus grande menace des astéroïdes demeure. Quelques centaines de mètres sont suffisamment grands pour anéantir une grande ville, mais assez petits pour que nous ne les ayons pas tous détectés encore. Nous manquons beaucoup de projectiles de taille 100 mètres, et ces objets sont assez grands pour causer des dommages considérables sur Terre, selon l'endroit où ils frappent. Donc, cela pourrait détruire une ville. Oui, cela ferait tomber les bâtiments de la ville. Cela provoquerait un incendie à l'échelle de la ville. Et si cela frappait le sol, projetterait des débris qui tomberaient sur le sol, ce seraient des débris à grande vitesse qui annihileraient une zone de 100 km autour de lui. Eh bien, cela pourrait. Oui. Si nous voyons un gros astéroïde arriver, quelles sont nos meilleures chances? Je veux dire, pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet? Que ferions-nous? Non. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire activement? Non. Il n'y a rien que nous puissions faire. J'étais dans un comité qui a examiné cela il y a environ 10 ans. Que pourrions-nous faire? Une option serait d'essayer de le bombarder. C'est une chose standard. Nous ne savons pas comment cela se passerait. Même si vous y parvenez, et même si vous pouviez l'exploser, à la surface, dans la surface, il n'est pas clair ce que vous feriez. Parce que typiquement, ce qui arrive, c'est que vous faites exploser un corps, et les fragments s'éparpillent.
Ils se dilatent, mais pas très vite. Et ensuite, la gravité les attire à nouveau ensemble. Donc cela se reformerait en un tas de débris. S'il ne s'agissait pas déjà d'un tas de débris au départ, ce qui serait probablement le cas à cause des impacts passés. Donc faire exploser un tas de débris est quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment. Une autre idée serait que vous puissiez attacher, vous pourriez être tout doux, et attacher une fusée à l'astéroïde, et simplement essayer de le pousser sur le côté. Juste le pousser sur le côté, au lieu d'essayer de le faire exploser, poussons-le doucement sur le côté pour qu'il dévie et ne frappe pas la Terre. Le problème est que, quand vous calculez les chiffres, aucune des fusées que nous avons ne peut le pousser assez. Vous devriez maintenir les fusées attachées à la surface, ce que nous ne savons pas faire. Rappelez-vous, c'est un corps en rotation, pour avoir un effet significatif sur le mouvement des astéroïdes pendant des siècles. Donc oubliez les bombes, oubliez d'attacher des fusées. Ablater la surface, fondamentalement, vous faites bouillir la surface avec un laser. Nous n'avons pas de laser suffisamment puissant, et probablement, nous ne pouvons pas fabriquer de laser suffisamment puissant pour faire cela depuis la Terre. Nous devrions emmener les lasers à l'objet, ce qui est encore plus difficile. L'idée que vous pourriez envelopper un astéroïde dans du papier aluminium de cuisson, c'est une autre bonne idée. Ça pourrait être une bonne, peut-être la meilleure, mais ça ne marche toujours pas vraiment. Parce que nous ne savons pas comment faire cela. Nous n'avons pas de moyen de lancer suffisamment de papier aluminium pour envelopper un astéroïde et changer ses propriétés radiatives, ce qui déplacerait l'astéroïde. Donc la vérité est, pour être honnête, nous n'avons pas de moyen maintenant de dévier un astéroïde de la taille d'1 kilomètre. Du tout. Cela pourrait détruire un pays. Oui, nous n'avons tout simplement pas de moyens. Et 10 kilomètres 10 kilomètres, c'est absolument 1000 fois plus désespéré. Donc, lorsque nous discutons de cela, vous savez, nous avions toutes ces grandes idées. Oh, nous pourrions faire ça, et aucune d'elles n'a fonctionné. Nous sommes arrivés à l'idée la plus basique. Eh bien peut-être, si nous pouvions comprendre où l'astéroïde va frapper, sur quelle ville il va exploser, nous pouvons évacuer cette ville. Et puis nous avons examiné l'histoire des évacuations de villes, et nous avons regardé des cas, vous savez, où par exemple, vous avez un avertissement d'1 semaine, où un système d'ouragan va venir et inonder une ville. Et l'évacuation ne fonctionne pas non plus. Et la raison est très très simple. En entrant dans une ville, il n'y a pas tant d'autoroutes. Si vous avez des millions de personnes essayant de prendre une autoroute, la première fois qu'une voiture tombe en panne, vous bloquez cette autoroute. Donc, instantanément, vous avez des millions de personnes essayant de sortir de la zone cible, et elles ne pourront pas, car toutes les routes seront instantanément bloquées. Donc encore une fois, même cela, même l'évacuation d'une ville, est probablement la chose la plus prometteuse que nous pourrions essayer de faire. Même cela est vraiment, vraiment difficile, à cause du grand nombre de personnes impliquées. Ce que je pense que toutes les personnes raisonnables pourraient conclure, c'est qu'il faut d'abord faire ce que nous pouvons faire. Alors, cherchons-les, faisons les enquêtes, construisons les télescopes, envoyons ce télescope dans l'espace. Cela sera une contribution majeure pour comprendre la menace des astéroïdes. Et lorsque nous trouverons un objet particulier qui semble particulièrement dangereux, nous pourrons nous concentrer dessus. Nous pourrons concentrer tout ce que nous avons sur lui et commencer à réfléchir sérieusement et avec une réelle motivation au moyen de le dévier. Maintenant, si vous êtes préoccupé par la fin du monde à cause d'un impact d'astéroïdes, permettez-moi de vous rassurer. Il y a beaucoup d'autres catastrophes mondiales potentielles résumées sur cette carte malheur créée par mon ami Dom sur le site Domain of Science. Donc, si vous voulez voir lequel de ces scénarios horribles est le plus susceptible d'être notre chute, allez jeter un œil à la vidéo sur sa chaîne. Effet sonore de science-fiction. Mon fils aîné sait maintenant comment faire le message sponsorisé. Veux-tu le dire? This episode is sponsored by KiwiCo. Très bien. KiwiCo crée des projets et des jouets incroyables pour amener les enfants à créer. Il propose 8 lignes d'abonnement pour des enfants de tous âges, allant jusqu'au nouveau-né. Et avec les fêtes qui approchent, KiwiCo est l'idée de cadeau parfaite. En tant que parent, je sais que beaucoup de cadeaux sont déballés et joués pendant un petit moment, mais ensuite, les enfants perdent tout intérêt. Mais un abonnement KiwiCo gardera les enfants engagés, apprenant et créant tout au long de l'année. Maintenant, j'utilise leur coffret avec mes fils, et ils sont très amusants, tout en étant éducatifs. Je veux que mes enfants voient l'apprentissage comme une forme de jeu. Et KiwiCo m'aide vraiment à le faire. De plus, tout le matériel dont vous avez besoin arrive directement dans la boîte, donc vous n'avez jamais besoin de courir au magasin. Maintenant, ici, j'ai construit un calendrier perpétuel. Un rappel que chaque jour qui passe apporte la possibilité d'un impact d'astéroïde. Pour les téléspectateurs de cette vidéo, KiwiCo propose 50% de réduction sur votre premier mois de n'importe quel coffret. Il suffit d'aller sur kiwico.com/veritasium50 et je mettrai ce lien dans la description. Alors je tiens à remercier KiwiCo pour le parrainage de Veritasium et je veux vous remercier de regarder.